Dans ce journal, les résultats provisoires des municipales partielles d'hier au Burkina Faso, des résultats livrés ce soir même par la Commission électorale nationale indépendante. Nous ferons également un tour sur le chantier de l'aéroport de Doncin pour un constat de l'état d'avancement des travaux. Le Premier ministre a jeté un œil sur les chantiers de construction des logements au profit des personnes affectées par le projet. Et puis en République démocratique du Congo, les déboires de Vital Kamerhe se suivent et se ressemblent. Tracas judiciaires, restrictions de déplacement pour celui qui se présente comme le principal adversaire du président Kabila aux élections de 2016. C'est le menu de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voilà, nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du chef de l'État. Le président de Faso a reçu ce lundi un émissaire du président de la République du Ghana, l'ambassadeur Issoufou Baba Brahima, à la tête d'une délégation, est allé porter un message du chef de l'État ghanéen à Blaise Compaoré. Le diplomate n'a pas souhaité faire une déclaration à sa sortie d'audience. Voici donc à présent quelques tendances des municipales partielles qui se sont déroulées hier. Et nous commençons par l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou où notre équipe de reportage a pu glaner quelques résultats partiels hier après le dépouillement. Voyons ce que ça donne avec Bouma Ernest Nebié. Les bureaux de vote des municipales partielles se sont refermés ce 23 février 2014 à 18h dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Avant les résultats provisoires qui seront proclamés par la CENI, nous avons pu voir quelques résultats partiels dans quelques bureaux de vote. Au bureau de vote, si au collège protestant de l'arrondissement, sur 569 inscrits, il y a eu 254 votants. Le parti ODT est en tête avec 157 voix, suivi du CDP qui totalise 47 voix et UPC vient en troisième position avec 29 voix. Au bureau de vote, si au lycée Franklin Roosevelt ODT tient la tête avec 146 voix, le CDP 85 voix et le Faso autrement s'en tire avec 15 voix. Au quartier Somgandé, à l'école D, les tendances du bureau numéro 1 placent l'ODT en tête avec 219 voix, le CDP totalise 34 voix et l'UPC 14 voix. À l'école Madersa B, l'ODT dévance le CDP avec 176 voix contre 84 voix. Le Faso autrement et l'UNIR PS suivent avec respectivement 8 et 7 voix. Au secteur 20, à l'école Poulesgo B, au bureau numéro 1, ce sont les partis ODT et CDP qui ont eu plus de voix, avec respectivement 201 voix et 112 voix. Et dans la commune rurale de Pensa, selon les premières tendances, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme est en tête avec plus de 5000 voix contre 3300 pour le Congrès pour la démocratie et le progrès. On estime le taux de participation à plus de 70%. Des précisions avec Moumouni Soubega. Selon les chiffres provisoires de la Commission électorale communale indépendante saisie de Pensa, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme RDS totalise 5066 voix contre 3304 pour le CDP. Sur les 12 431 inscrits, 8 753 ont voté sur l'ensemble des 34 bureaux de vote, soit un taux de participation de 70,41%. Selon la représentation locale de la CENI, on note un bon déroulement de la reprise de ces élections partielles. La balle est désormais dans le camp de la CENI et du Conseil d'État pour la publication des résultats provisoires et définitifs. En attendant, le moins que l'on puisse dire est que le futur conseil municipal de Pensa aura de nombreux défis à relever. Ces défis se résument à la résolution des questions d'assainissement, de lotissement, ainsi qu'à la résolution des problèmes d'infrastructures sanitaires et éducatives afin d'améliorer les conditions de vie des 36 000 âmes de la commune de Pensa. À Soubar-Agnédougou, les résultats provisoires donnent le CDP en avance avec 15 conseillers contre 12 pour l'UPC et 2 pour le RDB. Là également, on affiche satisfaction quant à la participation des électeurs. Le point avec Sanoua Christine Koulibaly. Bien, il est 18h. Le scrutin est clos. Et c'est l'heure de vérité pour les 3 formations politiques dans le starting block pour le contrôle de la mairie de Soubar-Agnédougou. Aussitôt les bureaux de vote refermés, place au dépouillement sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et des représentants des partis politiques.
Selon les résultats provisoires, sur les 7400 inscrits dans cette commune, 5393 se sont effectivement rendus dans les urnes avec 5028 suffrages exprimés répartis comme suit. 451 voix pour le RDB, 2116 voix pour l'UPC et 2461 voix accordées au CDP. Pour ce dernier, les sentiments sont plutôt mitigés. Nous avons des motifs de satisfaction, mais pas comme nous l'aurions souhaité. Parce que lors des premières élections, l'avance était plus considérable que cette fois-ci. Avec 20 conseillers sur 29 au premier scrutin, le CDP s'est retrouvé avec 15 conseillers selon les provisoires. Même tendance pour le RDB qui a également perdu des sièges. Les deux partis nous ont laminés parce que nous avons baissé de 2 points. On avait auparavant 4 conseillers, maintenant on se retrouve avec 2. Ça fait que on a complètement perdu. Du côté de l'UPC, c'est plutôt un exploit. On a plus de 10 conseillers. Donc par rapport à ça, c'est une certitude. Pour moi, on a progressé. Parce que l'avenir, c'est quoi? 1 plus 1 égale 2. Mais si hier, vous avez 5 et aujourd'hui, vous avez plus de 10, moi, j'avoue que j'ai un motif de satisfaction. Dans l'ensemble, l'on peut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Nous étions pas vraiment rassurés au regard vraiment de la nature de cette élection. C'est des élections, j'allais dire, post-crise, même si c'est très local. Voilà. Mais à la fin, je crois que les choses se sont bien passées. C'est l'occasion pour nous de saluer vraiment l'esprit de citoyenneté des habitants de Soubakanye-Ndougou qui, pendant la campagne, tout comme au cours de cette journée électorale, se sont comportés vraiment de façon digne jusqu'à ce que nous obtenions les résultats de ce soir. Un esprit qu'il souhaite voir régner lors de l'élection du président du conseil municipal, car aucun des partis n'a obtenu à lui seul le nombre de conseillers nécessaires pour contrôler la mairie. À noter que ce scrutin est considéré comme celui de la dernière chance. En cas de nouveau désaccord, la commune sera gérée par délégation. Et à Dandé, si l'on s'en tient aux premiers chiffres, le Congrès pour la démocratie et le progrès serait légèrement en tête, suivi de l'UNIR-PS. C'est Moumouni Baro qui a fait un tour dans la commune rurale pour les tout premiers résultats provisoires. Les résultats provisoires des élections municipales partielles à Dandé sont tombés. Même si deux partis, à savoir le CDP et l'UNIR-PS, sont en passe de réaliser une bonne performance par rapport aux 3 autres concurrents, il faut reconnaître que le prochain conseil municipal de Dandé sera pluriel au regard des chiffres. Il y a des partis qui se sont démarqués par les chiffres que nous avons pu enregistrer sur notre tableau. Nous avons par exemple le CDP, suivi de l'UNIR-PS, suivi de l'ADF. Après, c'est l'UPC qui suit et enfin, Faso autrement. Le CDP a retenu 1832 et suivi de l'UNIR-PS 1294. Ensuite, l'ADF RDA avec 891, suivi de l'UPC 73 et enfin, le Faso autrement 23. Le taux de participation globale, nous pouvons vous dire que la participation a été satisfaisante. Nous avons un taux global de 69,97% de participation. Tout n'a pas été rose dans tous les 20 bureaux de vote que compte la commune de Dandé. Au bureau de vote numéro 1, centre Alpha de Bakary-Bougou, le vote a continué au-delà de 18 heures. Pas de manifestation de joie ou de colère à Dandé ce matin. La population vague à ses occupations dans l'espoir d'avoir cette fois-ci un conseil municipal qui va vite s'intéresser au chantier de développement. Quant aux résultats définitifs de ces élections municipales partielles, ils seront proclamés les tout prochains jours par la CENI. Et puis dans la commune rurale de Yamba, l'UPC prend de l'avance sur son principal challenger, le CDP, selon les premières tendances du jour, et le constat est cette fois de Bintou Nao. Nous sommes à Yamba dans le Gourma. Il est 18h, les bureaux de vote se referment. Place au décompte des voix. De là, des procès-verbaux seront acheminés à la CECI, à la CEPI et au Conseil d'État. À la CECI, nous assistons à une vérification des procès-verbaux. IPC 117, INIPS 0.
Au dire des premiers responsables de la CECI, ces élections se sont bien déroulées. Je confirme que tout s'est bien passé dans tous les bureaux de vote de la commune de Yamba. On avait 43 bureaux de vote répartis dans 25 villages. Toutes les activités se sont bien passées. Les bureaux étaient ouverts à 6 heures et se sont refermés à 18 heures comme prévu. Avec un taux de participation de plus de 74%, les résultats provisoires placent l'UPC en tête avec 2669 voix, suivi du CDP avec 1894 voix. L'ADF-RDA et l'UNIR-PS ferment la marche avec respectivement 121 et 32 voix. Pour les 3 années à venir, les attentes des populations de Yamba sont nombreuses. On s'attend à beaucoup de changements parce que le village n'avance pas et depuis qu'on est là, on a trop de problèmes. On n'a pas assez d'établissements, on a des problèmes. Problèmes sanitaires aussi. Souvent même les produits, on n'en trouve pas dans les villages. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est autant de défis que le nouveau maire devra relever pour booster le développement de Yamba. Et pour faire officiel, la Commission électorale nationale indépendante a procédé tout à l'heure à la proclamation de ses résultats provisoires officiellement. Notre reporter Bouma Ernest Nebié s'affaire pour que nous ayons l'élément d'ici la fin de cette édition. Mais nous poursuivons ce journal et nous allons à présent sur le site du projet de construction de l'aéroport de Doncin qui a reçu ce jour la visite du chef du gouvernement. Le Premier ministre s'est plutôt intéressé au chantier de construction des logements des personnes affectées par le projet et ses voies d'accès. Luc Adolphe Thiaw a pu noter à 3 semaines de délai que sur les 4 sites visités, une entreprise est dans les temps, une envoie de lettres et les 2 autres accusent un retard. Frédéric Etienne Bassenga. Luc Adolphe Thiaw sur les chantiers de construction des sites d'accueil des personnes affectées par le projet de l'aéroport de Doncin. Sur le site de Taonsgo, premier lieu visité, 359 logements ont déjà pris forme. Ici, c'est l'entreprise Sozaf qui est à l'œuvre, mais beaucoup reste encore à faire avant le délai, le 15 mars prochain, chose qui inquiète le Premier ministre. C'est un projet très social et sensé. C'est-à-dire que si les logements ne sont pas prêts, du coup ça retarde le déplacement des personnes. Ça va être très très difficile et donc ça veut dire qu'il faut travailler jour et nuit. 15 mars c'est déjà arrivé, hein? C'est dans 3 semaines. Non, on va finir. Dans 3 semaines. Mais pas bâclé non plus. Non, pas bâclé. Luc Adolphe Thiaw ne s'arrête pas aux explications. Il rentre dans quelques maisons nouvellement construites et prend le temps de se rassurer auprès des populations. Ils n'ont pas de plainte, ils n'ont pas une autre préoccupation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations qu'ils ont? Nous remercions le Premier ministre, nous sommes contents, le travail est bien fait. Ça va nous profiter ainsi qu'à nos enfants. Si le site de Taptenga, un autre lieu visité par Luc Adolphe Thiaw, inquiète moins quant au délai, au niveau du site de Silmiougou, les travaux sont à un niveau d'exécution de 100%. L'entreprise Suzy Construction a mis les petits plats dans les grands pour finir à temps. Sur ce site, 378 maisons devant abriter 109 ménages ont été réalisées. Je voudrais vraiment féliciter le directeur général, M. Daniel. Ce que nous souhaitons, il a fini, il a même anticipé. Puisqu'on a vu qu'il y avait le problème de l'enduit, des enduits, bien qu'on n'a pas réglé cette question avec les finances, ils ont pris sur eux de le faire. Donc ce qui montre que vraiment, si nos entrepreneurs y mettent la volonté, ils peuvent terminer. C'est ce que nous souhaitons. Mais la mauvaise note de cette visite du Premier ministre, c'est la plateforme des sites d'accueil de Doncin. Sur ce site, l'entreprise Azimo est à 52% d'exécution à 3 semaines du deadline. Bon, vraiment, en tout cas, j'ai constaté que de tout ça, ce qu'on a vu, c'est le taux qui est le plus en retard. 52%, c'est le plus faible taux. Et je pense que c'est pas bien. Pas bien pour l'image de l'entreprise. Et puis bon, voilà. Chaque semaine, nous suivons l'évolution des différents lots. Mais certaines entreprises ont effectivement des difficultés. Mais comme son Excellence l'a dit, le 15 mars est vraiment le dernier délai pour pouvoir terminer en fait, les travaux du marché initial.
Donc le 15 mars, nous allons certainement faire le constat de tous les travaux qui sont en retard et une décision sera prise en vue d'appliquer les pénalités. Les populations, quant à elles, apprécient cette visite du Premier ministre. Plus encore, elles sont heureuses de voir ces nouvelles constructions, mais expriment cependant des inquiétudes. En milieu rural, on se débrouille sur trop de travaux, comme le jardinage, l'élevage et en culture aussi. Si tu as choisi un seul dans les trois, nous sommes sûrs et certains qu'à partir de ça, on ne peut pas vivre. Pour lui, Kadov Tiao, il faut tout mettre en œuvre pour que ces populations ne soient pas dépaysées dans leur nouveau lieu d'habitation. Le plus important pour moi, ce sont les résultats. J'ai besoin que les habitations soient terminées avant la saison hivernale. Et il faut que les gens déménagent. Donc nous allons nous retrouver, et sans doute avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet-là, pour voir comment pousser les uns et les autres pour que tout soit prêt, pour que les populations puissent regagner leur nouveau site. Ce qu'il faut souligner qui a été noté dans les points satisfaisants dans cette relocalisation est que l'université de Koudougou appuie la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin dans la sauvegarde du patrimoine culturel des différents villages appelés à disparaître dans le cadre de la réalisation du futur aéroport. La visite des députés sur la mine industrielle de Bissa Gold aura eu pour avantage d'outiller les élus pour les examens et adoption des textes de loi comme celui du code minier, un texte de loi qui a été retiré par le gouvernement lors de la dernière session ordinaire de l'année 2013 avant son passage à l'Assemblée nationale. Les échanges avec les responsables de la société minière et la visite des ateliers ont permis d'avoir le maximum d'informations pour les futurs débats à l'hémicycle. Anatole Nakoulma, Anna Lucikeri. Située à cheval entre la province du Bam et du San Matenga, la société d'exploitation minière de Bissagol est rentrée en production il y a tout juste une année. Mais ses principaux acteurs, selon les représentants de cette mine, se sont engagés à faire en sorte que les retombées de leurs activités soient aussi profitables aux communautés riveraines. D'où ce centre de tissage pour les femmes, l'atelier de formation au métier et le projet pilote de poulailler familial. Avant là, nous, on ne connaît pas comment en fait, pour nourrir des poulets, c'est à cause de sociétés là que nous montrer ça là. Donc, on a fait, mais vraiment on a dit que c'est bon. On sait que si nous on continue pour travailler à ça, on va gagner les bénéfices. Pour le directeur général adjoint de la mine, qui a eu des échanges avec les élus nationaux, à l'issue de sa présentation de la société aurifère, il faut nécessairement qu'ils recadrent leurs actions, de sorte que leur vision du développement soit en adéquation avec celle des populations. Beaucoup de populations ont été touchées par l'installation, soit par des pertes de champs, soit par des pertes d'habitation. Et la politique aujourd'hui est de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme accompagnement pour que justement ces populations-là ne se retrouvent pas lésées. Je dois saluer beaucoup pour ce qui concerne le centre de formation qu'ils ont mis en place en collaboration avec l'ANPE. Les sociétés minières gagneraient beaucoup à collaborer avec les structures nationales ou bien les structures locales. Je crois que ça donnerait plus d'impact. Au cours de la dernière session de l'année 2013, le code minier qui était en examen a été retiré. Pour le président de la Côte, après la visite de cette mine industrielle et des autres sites miniers, ils sont maintenant mieux outillés pour apporter les amendements nécessaires si le code minier venait à être réintroduit à l'Assemblée nationale pour adoption. Et à la faveur de la 8e rentrée RTB, le ministre de la Communication et les premiers responsables de la RTB ont visité quelques sites de Bagré-Pôle, touché du doigt les potentialités économiques de ce pôle de croissance en vue de mieux l'accompagner dans ses missions. C'est tout le sens de cette sortie qui a fait parcourir Alain-Edouard Traoré et sa délégation une petite centaine de kilomètres à travers les périmètres irrigués de Bagré. Samedi dernier, Yolande Lompo, Amadou Marcelto. Bagré-Pôle, une dynamique pour l'émergence économique visitée par le ministre de la Communication et sa délégation. Des plaines rizicoles de Bagré, en partant par l'usine étuvage de riz et du magasin de stockage, la délégation a pu se rendre compte des multiples atouts qui s'offrent aux producteurs de riz dans la zone. Avec une capacité de stockage de 1500 tonnes, le magasin de stockage Sahel Farming
conditionne le riz étuvé et décortiqué dans le centre d'étuvage. À la centrale hydroélectrique de Bagré, l'élève d'un jour et sa suite attentive aux explications qu'on leur donne sont venus pour mieux comprendre son fonctionnement. D'une capacité de 16 MW, elle se positionne comme la plus grande centrale du Burkina et dessert surtout la région du centre-est et celle de l'Est. En synergie avec les centrales hydroélectriques de la Kompianga et des Cascades, elle contribue également à alimenter le Burkina. Poursuivant sa visite marathon, la délégation est allée visiter une ferme apicole d'une exploitation de paprika, la station piscicole de Bagré et une institution bancaire de la place. Ici, le paprika produit est séché pour être livré en totalité à un client au Maroc. Quant à la station piscicole, elle dispose de 3 unités de production, galets-vins, de poissons consommables et d'aliments pour poissons. Vous avez vu des opérateurs qui produisent et qui exportent. C'est une dynamique qui n'existait pas. Vous avez vu des banques qui s'établissent et qui accompagnent les investisseurs. C'est une dynamique qui n'existait pas. Vous avez vu la production agricole en campagne sèche qui a augmenté de 33%. Même si on ne dit pas que c'est un élément significatif, pour les producteurs c'est important. Et globalement, il y a au moins 5000 emplois nouveaux qui ont été créés à travers l'exploitation de 1500 hectares qui étaient mis en jachère, que nous avons revalorisés. Et je crois qu'il y a des retombées qui sont visibles. Et en imprimant son empreinte sur la localité, le projet Pôle de croissance de Bagré a permis aux populations de la zone de concentration d'améliorer leurs conditions de vie. Et à l'issue de cette visite, la RTB et Bagré Pôle ont décidé de faire désormais chemin ensemble et un partenariat est né entre les deux structures et la chaîne nationale dans la même veine a signé un protocole d'accord avec les éditions Sidoya, toujours dans le but de mieux accompagner Bagré Pôle en matière de communication. Voici pour vous la signature des différentes conventions avec Yolande Lompo et Amadou Marcelto. Le bébé de Bagré Pôle, visité par Alain-Édouard Traoré et sa délégation, est bâti sur une superficie de 3000 m² et comprend 2 studios et des bureaux. Dénommée Radio Bagré Pôle, la 93.3 FM qui émettra bientôt sur un rayon de 70 km sera épaulée techniquement par la RTB. Et c'est au centre écotouristique de Bagré que le directeur général du dit projet, à travers une communication, a fini par convaincre les plus sceptiques que cette zone déborde d'énormes potentialités économiques. Et cette signature de convention avec la RTB augure des lendemains meilleurs pour les deux structures. Le lien que nous avons signé en termes de convention avec Bagré Pôle consiste à l'appuyer véritablement en termes de besoins de communication. Tant que les populations ne sont pas bien informées, elles ne pourront pas véritablement se mobiliser et de participer de manière conséquente au développement du projet et surtout au développement de Burkina Faso. Alors le Bagré Pôle a lancé une radio dite Radio Bagré Pôle. Nous sommes en partenariat d'un point de vue technique. Les techniciens de la RTB vont appuyer la Radio Bagré Pôle et nous allons partager à des moments précis les grilles de programme à travers des opérations des journaux parlés qui pourront être repris en direct, en synchronisation, sur Radio Bagré Pôle. C'est un ensemble d'actions qui permettent également à Bagré Pôle d'appuyer la RTB dans ses besoins. Une autre signature non moins importante, il s'agit du protocole RTB-Sidoya. Il devrait permettre aux deux structures de mieux soutenir Bagré Pôle à travers le développement de son plan de communication. Et le ministre togolais de l'équipement rural qui s'inspire de l'expérience du Burkina Faso en matière d'approvisionnement en eau potable. Il était ce matin au ministère en charge de l'eau pour questionner le programme national d'approvisionnement en eau potable. Le ministre togolais n'a pas caché son ambition de tirer profit de cette expertise pour son pays. Zalissa Sanfo. Le ministre de l'équipement rural du Togo prend des notes sur la mise en œuvre du programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement et sur la gestion intégrée des ressources en eau. Il est venu avec sa délégation partager l'expérience du Burkina Faso, une expérience qu'il qualifie d'unique en son genre et qui peut faire cas d'école. Ma foi, quand on parle de la maîtrise de l'eau,
Il n'y a pas 2000 façons. C'est d'arriver à conserver cette eau, c'est d'arriver à l'utiliser à bon escient pour les besoins qu'on s'est assignés. Et donc, nous sommes là, c'est pour essayer de prendre ces expériences réussies que pour répliquer chez nous. Ici, l'expérience du Burkina Faso séduit. Il reste encore à faire pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Il faut dire que quelque part, c'est un motif de satisfaction parce que nous sommes en train de lutter pour atteindre vraiment les objectifs du millénaire pour le développement et nous ne sommes pas très très satisfaits. Mais malgré cela, si un autre œil extérieur trouve que notre expérience peut être partagée, ça fait vraiment un motif de satisfaction. Nous sommes à 84%, au milieu rural nous sommes à 63%, et l'assainissement aussi avance à grands pas. C'est très faible à ce niveau, ça avance à grands pas, et nous avons foi que si nous redoublons d'efforts, nous pourrons atteindre les cibles. Passé l'étape de la théorie, le ministre et sa délégation vont sillonner quelques villes et villages pour visiter des barrages ainsi que des stations de traitement d'eau. Et au même moment, le comité de pilotage du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau fait le point de la mise en œuvre du plan d'action 2014, bilan physique et financier 2013, mais aussi projection pour 2015 sont les points à l'ordre du jour de la rencontre de Ouagadougou. Le point avec Ernest Kambiri. Orienter et encadrer la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau PAGI, les membres du comité de pilotage dressent le bilan de la gestion de 2013. Le président Ali Traoré, les membres et les partenaires techniques et financiers sont à Ouagadougou pour examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre du PAGI phase 2. Intégrer des ressources en eau, c'est un processus, c'est une approche qui a été adoptée par le gouvernement qui consiste à une concertation permanente, à une sensibilisation de l'ensemble des acteurs chargés de la gestion de la ressource en eau, à toujours prévaloir donc la concertation et les échanges pour mieux optimiser la gestion de la ressource en eau. Et cette gestion, aujourd'hui, vous savez que nous avons divers conflits et dans le domaine de l'eau, les conflits existent à tous les niveaux à travers donc les différents usages tels que l'agriculture, l'élevage, le BTP et l'ensemble des usages. Sans oublier que cette ressource est généralement confrontée à un gros problème qui est la pollution et enfin sa disponibilité. Donc l'AGI est donc ce processus qui tend à fédérer l'ensemble donc de ces préoccupations et d'orienter donc la gestion pour permettre en tout cas à ce que nous puissions optimiser l'utilisation de la ressource en eau à travers les différents bassins versants que compte donc le pays. De cette première session de 2014, des projections sont envisagées pour tendre vers la cible fixée à l'horizon de 2015. Apporter alors des contributions qui permettent de dégager de meilleures perspectives pour une gestion intégrée des ressources en eau, il est attendu de cette session des conclusions et recommandations pour faire avancer les questions environnementales, de suivi et connaissance des ressources en eau, des usages, des risques et surtout des aspects économiques. Nous allons dans le Moun pour le lancement des travaux de construction de l'université de Dédougou. Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois pour un coût estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Le coup d'envoi pour le démarrage du chantier a été donné en présence de Francis Tien. C'est par ce coup de pioche que le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de l'université de Dédougou à Souri, localité située à quelques kilomètres de la cité de Bankoui. Financée par le budget de l'État à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA, la future université comptera 2 amphithéâtres de 2500 places, une bibliothèque, des bâtiments administratifs et des logements de professeurs. Cette nouvelle université vise à améliorer l'offre éducative dans la boucle du Mouhoun et fait partie des priorités du gouvernement. Le lancement du chantier que vous voyez par derrière participe de la construction de l'université de Dédougou. Cette construction le gouvernement en tient en tout cas à cœur de pouvoir la faire très rapidement. Et nous avions 3 universités comme ça à construire, dont on va lancer la construction cette année, Fada, Ouaïguia et Dédougou. Mais Dédougou devient une priorité effectivement pour nous
au regard, donc vous vous en doutez bien, donc du 11 décembre qui va venir. Le côté social ne sera pas en reste au sein de ce futur temple du savoir. Nous allons associer à cela l'accompagnement social des étudiants, donc un restaurant universitaire de 600 places. Naturellement, les étudiants pour le moment ils ne valent pas 600, mais il faut construire en prévision effectivement de l'augmentation de leur nombre qui viendra se faire très rapidement. Les travaux dureront 10 mois et c'est la sérénité du côté de l'entreprise chargée de les exécuter. Le ministre a donné le premier coup de pioche. Il faut dire que l'ensemble des contrats sont signés. L'étude de sol a été faite par le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Et donc l'entreprise a disposé du site à partir d'aujourd'hui pour pouvoir engager les travaux. Les délais de 10 mois seront respectés parce que techniquement nous pensons que cela est possible. Du site de l'université, Moussa Ouattara s'est rendu sur les chantiers du lycée Nazib Boni. C'est un chantier en retard que le ministre et les autorités ont visité. Et ce retard, au dit des entrepreneurs, est dû à certains travaux supplémentaires. Le ministre a profité pour échanger avec le personnel et les étudiants du centre universitaire polytechnique de Dédougou. Voilà, nous sommes à présent en mesure de vous proposer donc les résultats provisoires officiels des municipales partielles d'hier, des résultats qui ont été livrés tout à l'heure par la Commission électorale nationale indépendante. Ces résultats confirment les premières tendances dont nous vous parlions tantôt à peu de choses près. C'est Bouma Ernest Nebié qui a suivi la proclamation de ces résultats. L'heure de la vérité a sonné, les résultats provisoires des municipales partielles sont tombés. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui les a proclamés. Pour la mairie de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou, le parti ODT a gagné 14 sièges de conseillers, le CDP s'en tire avec 5 sièges, le FASO autrement boucle la marche avec 1 siège. Pour ce qui est de la mairie de Yamba dans la région de l'Est, c'est UPC qui est en tête avec 29 sièges. CDP et l'ADF-RDA ont gagné respectivement 20 sièges et 1 siège. Concernant la mairie de Dandé dans le Oué, le CDP a gagné 8 sièges, ADF-RDA 4 sièges, UNIR-PS 8 sièges. Les résultats dans la commune de Pensa, dans le San-Matinga, donnent 11 sièges au CDP et 19 à RDS. Pour ce qui est de la mairie de Diarou, dans le Naouri, le CDP vient en tête avec 28 sièges. Il est suivi de l'UPC qui gagne 7 sièges et ADF-RDA s'en tire avec 3 sièges. À Sobagagnadougou, dans les Cascades, le CDP se place en tête avec 15 sièges contre 12 et 2 sièges respectivement pour IPC et RDB. À la mairie de Bagré, dans le Boulgour, le CDP gagne 13 sièges contre 7 pour UPC. Pour les contestations, a dit le président de la CENI, les partis peuvent adresser une requête au Conseil d'État dans un délai de 112 heures. Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.